Finta. Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voix en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. C'est un immense honneur et un immense bonheur pour moi d'avoir rencontré cette grande dame. Quelque peu en retrait, contrainte de se protéger face à la pandémie qui nous frappe, Danielle Dastug a accepté de me recevoir chez elle. Nous ne tomberons pas le masque, nous resterons loin, l'une de l'autre. Mais dans la chaleur de sa voix, dans chacun de ces mots dont elle soigne l'articulation, il émane une infinie sagesse. Celle d'une femme de culture, descendue de Paris pour remettre la librairie ruthénoise La Maison du Livre sur pied. Et qui, une fois relevé ce premier défi avec brio, fondera les éditions du Rouergue, contre l'avis de tous, loin de Paris. Avec le succès que l'on connaît, et jusqu'au rachat des éditions du Rouergue par la maison Actes Sud en 2010. De ses épopées culturelles, de son amour pour le cinéma, de son métier d'éditrice et des manuscrits passés entre ses mains, de son rapport à ce territoire aveyronnais qu'il a accueilli et dont elle revendique aujourd'hui les racines, nous avons parlé de tout cela avec Danielle Dastug, que je suis très fière de faire figurer dans cette série consacrée aux pionnières en Aveyron. Bonne écoute. Comme à toutes les pionnières que je rencontre dans cette série, je vais vous poser une question de départ qui est inspirée d'Annick Cogent. Et en fait, c'est même pas une question, c'est une phrase que je vais vous demander de compléter. Cette phrase, c'est « Je ne serais pas arrivée là si ». Je n'avais pas eu ma famille, ma grand-mère, et puis toutes les personnes extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Parce que la vie, c'est avant tout une grande rencontre. Et c'est ça qui fait qu'elle est passionnante. Quand vous parlez de votre grand-mère, quel rôle elle a eu dans votre construction ? Elle me racontait des histoires, beaucoup. C'était une femme... elle m'a fait écouter beaucoup de musique. D'ailleurs, j'ai des piles de 78 tours. Et puis, surtout, c'était une femme d'avant-garde. Elle était née en 1900. Ça a été une des premières femmes du département de la Savoie à passer son permis de conduire. Elle avait fait passer son baptême de l'air. Elle skiait. Voilà. Je pense que c'était une femme étonnante, intelligente. Et pourtant, elle était née dans une ferme au fin fond de la Savoie. Mais elle m'a beaucoup apporté. Comment vous expliquez qu'elle était aussi indépendante aussi... Non, alors ça, après, elle a épousé un notable. Mon grand-père était d'une famille de notables. Il était architecte, géomètre et homme politique. Il était conseiller général. Mais c'était elle, quoi, parce qu'elle aurait pu, dans ce contexte-là, à son époque, être une femme des petits fours, vous savez, où on se réunit entre femmes pour dire du mal des autres et pour parler de stupidité. Ma grand-mère, ça ne l'intéressait pas du tout. C'était pas ça, sa vie. Ouais. Et c'est parce que cette grand-mère que vous avez réussi à vous accomplir aussi. Est-ce que c'est un modèle que vous avez identifié assez tôt ? Mon cousin Germain dit toujours que je lui ressemble beaucoup et que j'ai le même caractère qu'elle. Alors, vous savez, c'est difficile de dire soi-même, mais je pense qu'elle m'a infiniment apporté, oui. Danielle, vous me recevez aujourd'hui donc chez vous. On est aux portes de Rodez, au parc Saint-Joseph, qui a
Nous sommes à Rodez ici. Hein. Oui, à Rodez, oui, à l'entrée de la ville, sur un terrain, donc le parc Saint-Joseph, qui a aussi accueilli les éditions du Rouergue, sur lesquelles on reviendra, parce que donc, vous êtes la fondatrice de la maison d'édition Les Éditions du Rouergue. Oui. Vous avez dirigé la maison du livre. Toute cette histoire-là, on va la retracer ensemble. Mais j'aimerais d'abord que vous me disiez ce lieu précisément et ce territoire qui vous a accueilli, parce que vous n'êtes pas avéronaise de naissance. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Ce territoire particulièrement, le parc Saint-Joseph ? Celui-là et l'Aveyron ensuite, si vous voulez. L'Aveyron, c'est une longue histoire d'amour entre l'Aveyron et moi. Hein. Vous savez, je suis venue en Aveyron en 1983 pour reprendre la maison du livre. Je voulais quitter Paris, j'ai toujours habité Paris. Je voulais quitter Paris et un de mes amis m'avait dit « Écoute, tu devrais aller voir en Aveyron, ils cherchent quelqu'un pour reprendre une librairie. C'est une très belle librairie, mais elle a vieilli, elle fonctionne plus comme elle devrait fonctionner. Tu devrais aller voir, toi qui veux quitter Paris. Je pense que y a un environnement qui te conviendrait. » Alors j'y suis allée, et puis en effet, l'environnement me convenait. J'ai rencontré des gens extraordinaires là, des gens magnifiques, des personnalités, et puis une librairie. Alors, c'est drôle parce que moi, je n'étais pas libraire du tout, j'y connaissais rien du tout. Une librairie qui, en effet, avait besoin de revivre. Mais je ne sais pas. Vous savez, moi, j'ai toujours beaucoup fonctionné à l'intuition dans ma vie. Et la rencontre avec les personnes a toujours été très, très importante. Et la rencontre avec les lieux aussi. Je sens quand des lieux dégagent quelque chose, quand des lieux sont habités, quand ils ont une histoire, et quand ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc, je suis arrivée en Aveyron. J'ai laissé mon fils à Paris. Et puis, je suis jamais repartie. Vous dites donc que vous n'étiez pas libraire à ce moment-là. Quel était votre parcours ? Vous en étiez où de votre vie au moment d'arriver ? Je dirigeais la filiale française d'un groupe d'édition scandinave. D'accord. Je vivais, donc j'étais veuve, mon mari était décédé quelques années auparavant. Je vivais avec mon fils et j'avais envie de quitter Paris. Et donc la Maison du Livre, là où elle en est aujourd'hui, cette librairie indépendante qui rayonne sur tout le quart sud-ouest et même au-delà, vous n'êtes pas étrangère à ce succès, vous l'avez construit. Non, il y a eu tous ceux qui ont... Vous savez, il faut toujours être modeste dans la vie. Hein. La Maison du Livre existait, il y avait eu le Père Sudre qui avait beaucoup travaillé. Quand je suis arrivée, il y avait Monseigneur Foulquier qui était un homme étonnant d'intelligence, de culture. Il y avait l'évêque, c'était Monseigneur Bourrat. C'était un homme exceptionnel, cet évêque. Et tous très préoccupés de culture. Et ce qui les préoccupait, c'était qu'ils voyaient que cette librairie périclitait. Hein, elle, petit à petit, elle perdait sa place, elle vieillissait, quoi. Et quand je suis arrivée, ils m'ont tous soutenue. Mais j'ai pu faire ce que j'ai fait parce qu'ils avaient fait, eux, ce qu'ils avaient fait avant. Hein. Et moi, il m'a fallu quand même à peu près 3 bonnes années pour faire que la librairie reprenne sa place en majesté, quoi, et qu'elle, les travaux, redresser un peu redresser les comptes. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance en arrivant parce qu'il y avait une équipe dans la librairie. Il y avait des libraires. Éline Bonnet, que vous connaissez certainement, oui, Monsieur Mestre. Et ces gens-là, avec beaucoup de générosité, ils m'ont appris le métier de libraire. Et comme moi, je n'étais pas libraire, j'arrivais avec un regard neuf. Et peut-être c'est ce que nous avons fait ensemble, eux avec leur expérience et moi avec mon regard neuf, qui a permis de faire le développement de la maison. Et donc, vous parlez de 3 ans. Il vous a fallu 3 ans pour
pour vous y faire. C'est aussi 3 ans après, en 86, que vous créez les éditions du Rouergue. Absolument. Ça correspond à ce C'est-à-dire moment-là. que moi, je n'avais pas vocation, vous savez, la librairie fonctionnait. Je n'avais pas vocation à m'asseoir derrière la caisse, vous voyez, pour encaisser. Et je n'ai pas de mépris pour les gens qui sont derrière la caisse et qui encaissent. Mais j'avais envie de continuer à développer. Et c'est là où, dans le nom des éditions de la Maison du Livre, il y avait Édition du Rouergue. Et je me suis dit, écoute, toi tu es éditrice de métier, donc tu vas relancer cette maison, qui d'ailleurs n'avait jamais édité grand-chose. Je crois qu'elle avait édité un livre dans sa vie, un livre religieux. Et je me souviens, mes amis me disaient... mais tu peux pas t'appeler... N'oubliez pas qu'on était en 86 et que Paris regardait... Toutes les maisons d'édition étaient sur Paris et Paris regardait la province et surtout l'Aveyron. L'Aveyron comme une espèce de truc perdu au milieu de la campagne. Et il me disait, mais non, il faut que tu changes le nom. Tu peux pas t'appeler Édition du Rouergue parce que ça fonctionnera pas. Et moi, j'ai tenu. Si je voulais m'appeler Édition du Rouergue. D'abord parce que le Rouergue, c'est toute une histoire qui remonte à bien avant l'Aveyron. Et puis, j'aime bien relever les défis. Et puis, ce parisianisme, ça me fatiguait. Loin de Paris, dans un département assez enclavé, c'est quand même un sacré défi donc de lancer cette maison. Avec quelle ambition est-ce que vous la lancez ? Quelle était la ligne éditoriale ? Je ne sais pas si on parle comme ça dans l'édition. Vous savez, j'ai toujours eu comme credo, il faut beaucoup de passion, mais il faut de la raison aussi. Donc, à Rodez, une maison d'édition... Si j'avais voulu avaler le monde entier tout de suite, je me serais, excusez-moi l'expression, cassé la figure, et puis on ne serait pas allé très loin. Donc, je me suis dit, je vais travailler d'abord sur le département. Comme je suis arrivée avec ce regard neuf, je voyais des merveilles que peut-être les Aveyronnais ne voyaient plus parce que c'était leur quotidien, et ils en étaient fiers, mais... peut-être n'osait-il pas le dire. Et moi, j'avais des enthousiasmes, mais j'avais envie de les partager. Donc, j'ai commencé par travailler sur le département, sur le livre sur la cathédrale de Rodez, par exemple, qui est une merveille. Et cette cathédrale, quelle beauté, quelle beauté, quelle histoire. Et puis, les choses se sont mises en place comme ça. J'ai des historiens locaux qui sont venus, comme Daniel Croze, comme Roger Béteille. Et puis petit à petit, les éditions du Rouergue ont acquis une réputation de petite maison de province sérieuse et qui édite des livres de qualité. Et puis après, les choses, vous savez, je vous dis toujours des rencontres. Bien sûr, dans ma tête, j'avais envie de lancer une collection de littérature et une collection de livres pour la jeunesse. Et puis en Aveyron, il y avait un garçon surdoué, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Olivier Douzou, et qui un jour est venu me voir en me disant... j'avais fait sa connaissance parce qu'il fréquentait assidûment les rayons de la librairie. Et un jour, il vient me voir, il me donne un petit livre carré, et il me dit, j'aimerais que tu regardes cela et que tu me dises si tu pourrais me présenter à des relations que tu as à Paris. Je dis, oui, donne. Est-ce que et c'était Jojo Lamache. Bingo. Alors, bien sûr, Jojo Lamache, je regarde, et je me dis, mais c'est un chef-d'œuvre, ça, c'est extraordinaire, ce livre. Et alors, je rappelle Olivier, je lui dis, écoute Olivier, non seulement je ne vais pas te présenter à des éditeurs parisiens, mais si tu es d'accord, je vais te l'éditer.
Et donc, c'est comme ça que nous avons lancé la collection jeunesse. J'ai donc édité Jojo Lamache. Et après, j'ai dit à Olivier, écoute, maintenant, c'est bien joli, mais une collection jeunesse, ça se fait pas avec un seul ouvrage. On monte une collection jeunesse, mais à une seule condition, c'est que tu acceptes d'en prendre la responsabilité. Voilà, tu me rejoins. Et là aussi, il a dit oui. Qui a pris une large part quand même sur le développement des années suivantes. Et puis, ça a pris une place très, très importante pour la notoriété de la maison, sur le plan national et à l'international, parce que les livres ont été traduits en Chine, au Japon, aux États-Unis, enfin un peu partout. C'est encore le cas d'ailleurs. D'ailleurs, Olivier travaille toujours pour les éditions de Réac. Et ça, c'était une belle histoire. Et puis moi, dans ma tête, j'avais envie de lancer une collection de littérature. Et un jour, je reçois à la librairie un auteur qui venait de sortir un livre chez Gallimard et qui s'appelle Sylvie Gracia. C'est une Aveyronnaise, Sylvie Gracia. Et là aussi, je lui dis, mais c'est très intuitif. Je lui dis, écoutez, Sylvie, ça fait très longtemps que j'ai envie de lancer une collection de textes littéraires. Est-ce que vous accepteriez de tenter l'aventure avec moi ? Et là aussi, elle m'a répondu oui. Et c'est comme ça que nous avons lancé La Brune. Là, vous touchez à un élément qui fait fantasmer sur le métier d'éditeur, le moment où on vous donne un manuscrit, où vous aidez un auteur, où vous choisissez de propulser ou de demander à un auteur de retravailler son texte. En ça, vous dénichez des talents. Il n'y a évidemment pas de recette magique, mais qu'est-ce qui vous a toujours animé, en tout cas dans ce métier-là ? Qu'est-ce que vous alliez chercher chez vos auteurs ? Vous sauriez le dire ou... Une voix particulière. C'est ça qui est très important. Une voix particulière, quand on ouvre un manuscrit, il faut qu'on entende une voix qui chante une belle chanson. Et puis, il faut aussi que ce texte que l'on va publier, on ait envie de le défendre bec et ongle. Parce que vous savez, les livres, c'est pas ce qui manque. Ils s'en publient des milliers et des milliers. Et c'est très difficile de faire passer un livre. Donc, il faut vraiment l'aimer, vraiment y croire, et ensuite se battre. Il y en a de plus en plus, non ? J'ai l'impression, en tout cas... Il y a des livres, et puis il y a des soi-disant livres. C'est-à-dire ? Des livres qui feraient mieux de ne pas exister. Oui. Qu'est-ce que vous lisez, vous ? Moi, je lis beaucoup, vous savez. Je lis beaucoup et je lis avant tout des romans. Certains me plaisent, certains ne me plaisent pas. Voilà. Et est-ce que vous écrivez ? Ah non, je n'écris pas. Non, jamais ? Non, jamais. Je voudrais vous amener, Danielle, sur le fait d'être une femme dans le milieu de l'édition, que honnêtement, je ne connais pas. Est-ce qu'à un moment, ça a pu être une difficulté que d'être femme à la tête d'une maison d'édition ou pas ? Écoutez, honnêtement, non. D'abord parce que c'était la petite maison de province. Françoise Nyssen vous dirait la même chose par rapport à Actes Sud, qui est la grande maison de province. Mais non, j'ai pas... Vous savez, les hommes sont surtout à la tête des grosses maisons. Ce sont des hommes d'affaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de très bons éditeurs, mais ceux qui sont les propriétaires des maisons sont souvent des hommes. Mais c'est un métier où il y a beaucoup de femmes. Donc, moi, j'avais ma petite maison à Rodez et les journalistes ont toujours été très sympathiques avec moi. Je partais régulièrement à Paris une semaine pour aller tirer les sonnettes, pour leur parler de mes livres. Je n'ai pas eu à me plaindre. Alors, après, quand j'ai fait partie du Centre national du livre, j'ai fait partie du conseil d'administration. J'étais bien entendu avec des grands éditeurs, enfin ceux qu'on appelle les grands éditeurs,
je dirais, les gros éditeurs, bon, j'ai quand même toujours eu un peu l'impression qu'ils me regardaient un peu de haut, mais ça m'était complètement égal. Vous parliez de Françoise Nyssen, donc juste pour recontextualiser, donc Françoise Nyssen qui dirige aujourd'hui la maison Actes Sud, Oui. qui a racheté les éditions du Rouergue en 2005, qui a par ailleurs été ministre de la Culture Oui. encore récemment. Au moment où vous vendez les éditions du Rouergue à Actes Sud, qu'est-ce qui motive cette décision ? Eh bien, ce qui motive cette décision, c'est que j'avais 60 ans et que je pensais que le moment était venu de prévoir ma succession et de choisir surtout ma succession, puisque je pouvais le faire. C'est important, vous savez, de choisir. À ce moment-là, j'aurais pu vendre ma maison. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de lui trouver un endroit où elle serait bien, où elle serait respectée. Donc il fallait que ce soit un lieu qui fonctionne de la même façon que fonctionnait ma maison. Et avec Françoise Nyssen, enfin avec la famille Nyssen-Capitani, puisque j'étais déjà amie avec Hubert Nyssen, le fondateur de la maison, nous avions des liens d'amitié. Et je savais quel était leur regard sur la littérature, leur regard sur la culture en général. Et ensuite, quand j'ai pris ma retraite, parce que je pense qu'il arrive un moment où il faut savoir se retirer, eh bien, Actes Sud m'a demandé de prendre la présidence du conseil de surveillance d'Actes Sud et j'y suis restée 10 ans. D'accord, donc le vrai retrait, il date d'il y a 4 ans, à peine. Ce serait ça ? Oui, en fait. Normalement, j'avais dit à Françoise, tu sais, moi, j'accepte de venir de prendre la présidence du conseil de surveillance, mais je ne dépasserai pas 75 ans. Et au moment où j'avais 75 ans, je me revois encore, nous partions après un conseil de surveillance, nous partions dans les rues d'Arles pour aller déjeuner. Tu te souviens que j'ai dit que je restais jusqu'à 75 ans. Et 75 ans, c'est en septembre. Oui, oui, me dit-elle, oui, on va y penser. Et puis, pof, elle devient ministre. Et là, elle me dit, bon, tu vas rester quand même, hein. Donc, je suis restée jusqu'à ce qu'elle quitte le gouvernement et qu'elle revienne, il y a 3 ans. À quoi est-ce que vous vous occupez votre vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? J'ai beaucoup d'occupations, vous savez. D'abord, je lis énormément. Bon, là, c'est vrai qu'avec la pandémie, c'est un peu à l'arrêt. Il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, surtout pour des gens comme moi qui sont des personnes à risque. Mais autrement, je fais une multitude de choses que je n'avais pas vraiment le temps de faire quand je travaillais. Vous savez, une maison d'édition, ça demande beaucoup de travail. Il faut s'occuper de la maison, il faut lire des manuscrits, mais il faut s'occuper des auteurs aussi. Et puis, voilà, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Et donc, là, qu'est-ce que je fais ? Pour une amoureuse de la culture comme vous, quel regard vous avez sur la culture en ruralité ? Est-ce que vous êtes rassasiée ici ? Écoutez, la culture en ruralité, c'est un bien grand mot et moi, je ne peux vous parler que de ce que je connais. Mais de mon point de vue du livre, le livre se porte bien dans la France entière. Il y a beaucoup de librairies, c'est très vivant. En Aveyron, vous savez, l'Aveyron, c'est un très bon terrain pour la culture. C'est ce que j'ai remarqué quand je suis arrivée. Vous savez, c'est comme dans le monde rural. On peut planter que sur une bonne terre, autrement ça pousse pas. Les Aveyronnais sont des gens étonnants, vous savez. Quand je suis arrivée à la librairie, il y avait plein de personnes qui venaient me voir et qui me disaient « Bon, vous savez, les Aveyronnais sont des gens un peu froids, un peu distants. On espère que vous allez vous habituer. » Et puis, après m'avoir dit que les Aveyronnais étaient des gens froids et distants, ils me proposaient « Qu'est-ce que vous faites dimanche ? Vous ne voulez pas venir déjeuner à la maison ?» ou... Voilà. Moi, j'ai été très, très bien accueillie.
c'est un terrain propice à la culture. Les gens aiment. La librairie, la maison du livre, elle a la taille qu'elle a sur une ville comme Rodez, c'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que les Aveyronais aiment lire et sont gourmands. Vous avez souvent dit que vous aviez envie de rendre l'ascenseur à ce territoire qui vous a accueilli. Bien vous sûr. avez été présidente des Business Angels, voilà, vous avez investi dans des petites pépites locales. Pourquoi cette envie de rendre l'ascenseur ? Ben, c'est normal. C'est normal. C'est normal quand on est accueilli sur un territoire et qu'on y est bien, et qu'on y est heureux, et qu'on peut s'épanouir, et qu'on peut rencontrer des gens de grande qualité. Le cinéma, les cinémas. Comment je suis arrivée dans les cinémas ? Parce que moi, j'y connaissais rien. J'étais une spectatrice. Hein. Et puis un jour, le père Bourrat me demande de venir le voir. Et il me dit, écoutez, puisque vous savez si bien remonter les maisons culturelles, j'ai quelque chose à vous proposer, il me dit. Il y a à Rodez des cinémas qui s'appellent Le Club. Alors là aussi, c'était une très vieille histoire du temps de la pastorale du cinéma, de ces prêtres, vous savez, extraordinaires qui partaient sur la route pour amener la culture au fin fond des campagnes. Et il me dit, c'est géré par une association paroissiale qui perd de l'argent, et nous, le diocèse, on va être obligé de boucher les trous, quoi. Je lui dis, mais vous savez, père évêque, moi, le cinéma, j'y connais rien. Il me donne le dossier, dont les bilans, etc. Et puis ça s'est passé encore d'une façon extraordinaire, je pars à Paris, je prends l'avion, et à côté de moi, il y avait le directeur de Centre Presse. C'était Alain Almeras à l'époque. Hein. Donc nous parlons, et puis il me dit, c'est indiscret de vous demander de quoi il s'agit, et je lui explique. Je lui dis, écoutez, voilà, le cinéma, le club, etc. Et il me regarde et il me dit, écoutez, regardez bien le dossier, mais si vous y allez, on y va avec vous. C'est génial, non ? Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Vous voyez. Et donc, c'est quoi la suite ? La suite, je fais un rapport à Alain Almeras, et puis on y est allé. La Maison du Livre et Centre Presse ont repris le cinéma, le club. Michel qui est là. Tu es là, Michel ? Oui. Tu te souviens ? J'avais mis tout le monde au travail. Le soir, Michel, qui est là et qui travaillait avec moi, puisqu'elle était la directrice commerciale des éditions du Rouergue, elle allait déchirer les tickets, vous savez. Ma mère aussi. Enfin, j'avais mis tout le monde pour le sauvetage des cinémas. Et puis, on est arrivé. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, c'est que nous avions un concurrent. Il y avait le Family, le Royal et le club. Nous avions le club, qui marchait très bien parce que nous avions utilisé tout notre réseau relationnel pour faire venir des films intéressants, enfin, qui, moi, m'intéressaient, et finalement qui intéressaient aussi les Aveyronais. Et puis, il y avait M. Verlaguet, qui était propriétaire du Family et du Royal, et qu'il avait hérité de sa maman. Si vous êtes d'accord, moi, je vais aller le voir et je vais lui proposer qu'on travaille ensemble. Parce que les gens, vous savez, ils avaient des cartes d'abonnement. Alors, ils ne savaient jamais où allaient sortir les films. Et moi, je trouvais ça stupide, quoi. Et puis, je trouvais ça stupide parce que c'est très particulier, le cinéma, parce qu'il faut avoir les copies. Hein. Et alors, bien sûr, on se battait pour avoir les copies qu'on voulait. Mm-hmm. Hein. Donc, on se faisait vraiment des concurrences acharnées. Et alors, je suis allée le voir. Je suis arrivée et j'ai rencontré un homme vraiment très bien, très, très bien. Et je lui ai expliqué ma vision des choses. Je lui ai dit, écoutez, voilà pourquoi nous avons repris le club, mais on peut faire beaucoup mieux si on travaille ensemble. Au lieu de se faire concurrence et d'user notre énergie à se combattre, et voilà, il a dit oui.
Il y avait donc Centre Presse, Bernard Verlaguet, la Maison du Livre, et on a fait les cinémas de Rodez. Jusqu'au moment où il y a eu le projet du multiplex, auquel cas, là, non, nous, on a passé la main parce que ça devenait quelque chose de trop important. Là, c'était à quel moment qu'on vient vous chercher pour le club, le tout début de l'aventure? Ça remonte à quel... Je vous dis, c'était à peu près vers... début... Fin 80, je n'ai pas les chiffres exacts, les dates exactes en tête, hein, mais... Bon, la belle nouvelle, c'est que 2 sur 3 des anciens cinémas ont encore une vocation culturelle. Le club a repris en salle de concert, le Family est devenu la Maison du Livre Jeunesse. Et puis quand même, il ne faut pas... si vous regardez le travail que fait le multiplex, hein, il y a très peu de films que vous avez envie de voir et que vous ne pouvez pas aller voir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah bah ça, je veux le voir, il faut que j'aille à Toulouse » ou non. Entre le multiplex et les salles du département, l'offre quand même est de qualité et on voit les meilleurs films qui sortent. Hein. Je voudrais finir, Daniel, sur une question que je pose à tous mes invités dans le podcast. Oui. C'est en quoi est-ce que vous croyez ? C'est une question vaste et riche. En quoi je crois ? Je crois avant tout en l'être humain. Je crois en l'être humain parce que je crois qu'il est capable des pires choses, mais qu'il est capable aussi des meilleures choses. Et je pense que si on parle beaucoup des pires choses, je pense que ceux qui font le meilleur sont majoritaires. Mais on n'en parle pas. Hein ? On n'en parle pas, c'est dommage. C'est dommage. Et je crois par-dessus tout à la nouvelle génération, aux nouvelles générations. Parce que nous leur laissons un monde qui n'est pas très réjouissant, qui peut même être désespérant. Et je crois qu'ils feront mieux que nous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classiques. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt. D'ici là, restez curieux.